Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, on s'attaque à une question cruciale. Faut-il, à 1 an et un peu plus de la future présidentielle, s'inquiéter de l'état de la justice en France ? Affaire Fillon, affaire Sarkozy, mise en examen de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon. Où en sommes-nous ? À quoi s'attendre pour 2022 ? C'est à tout cela que nous allons essayer de répondre. Mais dès à présent, évidemment, n'oubliez pas de commenter, de partager et puis bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette émission. Allez, c'est parti ! Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Régis de Castelnau. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour madame Blaise. Alors, vous êtes avocat, animateur du blog Vue du droit, mais surtout aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier ouvrage publié aux éditions de L'Artilleur, une justice politique des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement. On est vraiment dans l'actualité, on va en parler tout de suite. Je précise aussi que vous êtes ancien membre de l'ancien Parti communiste. Voilà. J'ai retenu qu'il fallait rajouter ancien et ancien. Alors, Régis de Castelnau, lundi, le verdict est tombé dans l'affaire dite des écoutes qui poursuivaient Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Ils ont tous trois écopé de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Ils ont évidemment fait appel. Je précise que le parquet requérait 4 ans de prison, dont 2 fermes. Quel regard portez-vous sur cette condamnation ? Alors, je pense que c'est une décision qui est injustifiée. Nicolas Sarkozy dit injuste, c'est normal, elle le frappe. Je pense que, me plaçant du point de vue de l'observateur juridique et judiciaire, je peux dire que cette décision est injustifiée. Elle est injustifiée pour 2 raisons. La première, c'est une raison de fond. Je pense bien connaître ce dossier. J'ai travaillé déjà depuis un moment, et puis pour des raisons professionnelles qui sont marquées par le secret du même nom, je ne peux pas dire comment, mais j'ai bien connu ce dossier. Et puis, comme les journalistes, le public qui a assisté à l'audience de cet automne, j'ai effectivement eu la confirmation que ce dossier était vide, qu'il était creux. On nous dit il y a une condamnation qui a été prononcée parce qu'il y avait des indices graves et concordants. Je veux dire, c'est absurde. Je vais lire d'ailleurs, si vous me le permettez, quelques termes du verdict. Le pacte de corruption est bel et bien constitué. Nicolas Sarkozy avait été en tant que président de la République le garant de l'indépendance de la justice. Il s'est servi de son statut d'ancien président pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. C'est quand même... Alors ça, c'est pour la motivation de la condamnation et de l'ampleur de la peine. Sur les preuves, je reviens sur cette notion d'indice grave et concordant. C'est ce dont doit disposer le juge d'instruction pour mettre quelqu'un en examen, c'est-à-dire pour lancer le débat contradictoire, parce qu'on considère que pour l'instant, les preuves ne sont pas apportées. Et ensuite, s'il estime qu'il a abouti à des choses qui ressemblent à des preuves, il envoie devant le tribunal. Le tribunal doit se baser sur des preuves. Et pas sur des indices graves et concordants. Il n'est pas juge d'instruction, le tribunal. Quand on dit le pacte de corruption est bel et bien constitué, on pourrait penser que les preuves ont été établies. Eh bien, quand vous connaissez le dossier, quand vous l'avez examiné, quand vous avez entendu les explications des uns des autres, les réquisitions du parquet national financier à la barre, à l'audience, et les plaidoiries des avocats, plus les auditions des prévenus, vous savez, la conviction que j'ai, moi, personnellement, en ayant également une connaissance assez intime du dossier, je parle de lui d'ailleurs dans ce livre, je considère que ces faits ne sont pas établis en termes judiciaires permettant d'ouvrir une condamnation. On peut avoir une opinion, on peut penser que Nicolas Sarkozy est quelqu'un de peu recommandable, on peut penser que c'est un mauvais politique, on peut penser plein de choses, ou on peut l'adorer, ok. Mais le problème c'est, est-ce que la justice, dans sa procédure, a pu établir qu'il y avait eu effectivement cette infraction qui avait été commise ? Ma réponse est non. Donc, premier motif qui permet de dire que cette décision est injustifiée. Deuxième élément qui permet de dire cela, c'est que la procédure s'est déroulée en dehors des règles normales qui président au déroulement d'un procès pénal. C'est devenu une mauvaise habitude de la magistrature française
française, de la justice française, c'est de s'affranchir de principes fondamentaux et de règles dont elle considère que, pour certains justiciables, c'est pas la peine de les appliquer. C'est extraordinaire, hein. Oui, les libertés, c'est bien. Oui, la présomption d'innocence, c'est bien. Oui, le secret professionnel, c'est bien. Mais quand il s'agit de Nicolas Sarkozy, non, ça s'applique pas. Il n'y a pas que Nicolas Sarkozy. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas que Nicolas Sarkozy. Bien, donc, quand vous pensez que lorsque un journaliste ouvre une émission ou commence un article pour expliquer ce qui s'est passé, commence par dire « cette affaire démarre par l'écoute d'une conversation entre Nicolas Sarkozy et son avocat », je dis « pardon ? Pardon ? Mais je l'ai entendu 10 fois. » C'est-à-dire qu'on a le secret professionnel qui a été foulé aux pieds, qui a été bafoué. Une vieille habitude de la Cour de cassation française. Si on me demande mon opinion, aujourd'hui, comme la plupart des avocats pénalistes, je sais que le secret professionnel n'existe plus. Il n'existe plus. On perquisitionne les cabinets d'avocats toutes les 5 minutes, on met les avocats sur écoute, on les cherche pendant 5 ans pour savoir si ce qu'ils ont dit à Thierry Herzog, s'ils n'ont pas été la taupe, dit le prévenant qu'il était écouté, etc., etc. Pas besoin de prévenir. Certains sont même géolocalisés d'ailleurs, on l'a vu. Tout à fait. Et pas besoin, si vous voulez, de chercher une taupe. Plus aucun avocat pénaliste digne de ce nom ne parle au téléphone avec ses clients. C'est fini depuis un moment déjà. Donc, et c'était donc la raison pour laquelle Thierry Herzog avait préféré prendre un autre téléphone, de façon assez maladroite d'ailleurs, parce qu'il a été... La fameuse ligne Paul Bismuth. Voilà, Paul Bismuth, il a été très vite repéré. Donc, ce point de départ, il est déjà illégal. Tout ce qui dépendait et qui était la conséquence de cette violation gravissime d'une liberté publique fondamentale qui est celle du secret professionnel absolu entre l'avocat et son client, aurait dû être annulé. La Cour de cassation, s'agissant de Nicolas Sarkozy, a dû se dire, si on s'arrête à des considérations de liberté publique, quand on juge Nicolas Sarkozy, on ne va pas s'en sortir. Quand on juge Marine Le Pen, on ne va pas s'en sortir. Quand on juge Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas s'en sortir, etc., etc. En revanche, quand il s'agit éventuellement de juger François Bayrou, Benalla, Alexis Collère, Richard Ferrand, là, on prend des précautions. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous évoquez, parce qu'on a le sentiment que la notion de temps a une part très importante dans ces affaires, finalement. Il y a celle qu'on accélère. On peut penser à celle de François Fillon, qui a été quand même extrêmement rapide au moment de la présidentielle de 2017. Et puis on peut penser à d'autres dossiers, effectivement les emplois fictifs présumés au MoDem qui ont obligé Emmanuel Macron à se séparer de François Bayrou, de Sylvie Goulard et de feu Marielle de Sarnez. On en a plus entendu parler après. Tout à fait. Surtout qu'il y avait eu un livre publié en 2016, dans lequel Corinne Lepage expliquait le système. Il s'était rien passé. Et c'est quand vraiment la pression médiatique... Mais ça en est où justement? Est-ce qu'il se passe... Il y a une enquête? Il y a une fameuse enquête préliminaire? Ce qui s'est produit, c'est la chose suivante. Après les élections européennes, Emmanuel Macron, à peu près garanti de son impunité judiciaire, quoi que fassent ses amis, enfin lui, il est couvert par l'immunité présidentielle, mais avait, je vous le rappelle, nommé et proposé Sylvie Goulard comme commissaire européen. Sylvie Goulard, elle a 2 problèmes. Elle a les emplois fictifs et ensuite elle a accepté un contrat, une mission d'un think tank américain un peu curieuse. Le Parlement européen a dit il faut peut-être arrêter de nous traiter de cette façon-là. Donc elle a été renvoyée à ses chères études. Emmanuel Macron a dit mais je ne comprends pas. Enfin, on a oublié ça. Mon livre y revient parce que j'ai essayé de mettre en perspective tous ces dossiers. Alors je reviens sur Nicolas Sarkozy et sur la procédure dont il a été l'objet. C'est la énième procédure. Il faut rappeler qu'il a déjà été plusieurs fois poursuivi, mis en examen et il a bénéficié... On se rappelle d'ailleurs récemment du fameux revirement de Zied Takieddine. Voilà, ça c'est pour l'affaire libyenne. Voilà. Ça fait 8, 9 ou 10 ans que cette affaire est instruite parce qu'on cherche dans n'importe quel autre système normal, qui fonctionne démocratiquement, les ordonnances de non-lieu auraient dû être prononcées. Regardez, pour l'affaire Karachi, ils ont mis 25 ans. C'était Nicolas Sarkozy aussi qu'on cherchait pour la campagne présidentielle de 1995. Donc, il y a eu dans cette procédure-là, mais comme dans d'autres, des pratiques qui, à mon avis, relèvent de la violation des règles fondamentales du dossier pénal.
ne serait-ce que la violation probablement par les autorités d'enquête, c'est-à-dire les magistrats et les policiers, de la présomption d'innocence. Du secret de l'instruction. C'est la même chose. Hein, en fait, oui. Ce sont deux notions articulées du secret de l'instruction. Écoutez, il y a des dizaines de plaintes qui ont été déposées. On sait très bien qu'il y a, dans les petits milieux, qui a commis ces infractions. C'est très grave. Elles sont commises par des gens qui ont prêté serment de faire respecter la loi. Ils commencent par la violer. Bon, donc j'insiste là-dessus sur le fait que la décision concernant Nicolas Sarkozy, c'est celle qui est dans l'actualité, elle est doublement injustifiée, un dossier creux et vide, et deuxièmement, des violations permanentes des règles fondamentales qui devraient conduire le procès pénal. Alors, Nicolas Sarkozy a dit « j'irai jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme ». Il a raison et je pense qu'il y gagnera. Il y gagnera il y a l'appel avant déjà. Oui, il y aura toute la procédure, donc c'est dans très longtemps. Il y gagnera quoi? Une belle satisfaction morale. Dans une affaire Bettencourt, dans laquelle il a été mis en examen, une de la collection qu'on lui a accrochée, il y avait eu l'enregistrement d'une conversation entre Madame Bettencourt et son avocat par un majordome indélicat. Ça a été publié par le journal qui a été présenté précisément comme très délicat. Et prévenant. Voilà. Et donc, il a ce témoignage, cet enregistrement de confidence entre un avocat et son client, Madame Bettencourt et son avocat, a été diffusé, même pas publié, diffusé, c'était pas une transcription, par Mediapart. La Cour de cassation a trouvé ça formidable. A dit, mais oui, l'information n'y a vu aucun inconvénient. Elle vient de se faire moucher sévèrement et de façon humiliante par la Cour européenne des droits de l'homme, qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces comportements? Donc je pense que dans l'affaire Sarkozy, ça va être pareil. Un petit détail. Je ne défends pas Nicolas Sarkozy, il a des avocats, il se débrouille. Je veux dire, sur le plan politique, on n'a jamais appartenu à la même famille, et je n'ai jamais voté pour lui. J'insiste sur ce point parce que beaucoup m'accusent de connivence politique avec lui. Non, je réponds non. En revanche, en ce qui concerne ces différentes façons d'opérer, il est indiscutable qu'il fait l'objet d'un traitement particulier, probablement encore plus que les autres, parce qu'il y a une opération de vendetta politique. Alors, difficilement discutable, parce qu'il a quand même donné quelques verges pour se faire battre. C'est lui qui avait parlé des petits pois sans saveur, il a eu plusieurs affrontements, etc. J'ai pas l'impression les petits pois sans saveur, au final, ils lui laisseront quand même un goût amer. Il aura peut-être revu son jugement initialement. Parce que depuis le temps... Oui, je pense que... Alors, ce que raconte cette affaire, moi, ce qui me pose un très très gros problème, je ne savais pas ce qu'elle allait être la décision. Je pensais que, compte tenu des éléments du dossier, on pouvait espérer qu'au sein de la magistrature, il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience, mais surtout une volonté de se reprendre. Il y a eu Fillon disqualifié judiciairement par une procédure qui était destinée, et je pèse mes mots en le disant, à favoriser l'élection d'Emmanuel Macron. En 2017, le président de la République a été choisi par la magistrature. À cette occasion, au travers de cette procédure initiale de 47 jours fulgurante, votre question est très intéressante sur le rythme. La question du temps, oui. Le rythme des procédures. Lorsque l'affaire Fillon se déclenche, ça polémique beaucoup, en disant mais qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est que cette urgence, etc., etc. Communiqué commun du procureur général de la Cour de cassation et du premier président de l'époque, pour dire mais tout va bien, c'est normal, dans la gestion des procédures judiciaires, pour les magistrats, c'est chacun son rythme. Je cite ce communiqué qui est aujourd'hui introuvable. Moi, je l'avais mis de côté. Il n'est plus sur le site de la Cour de cassation. Et je dis, effectivement, chacun son rythme. Il y a les sprinters, dès lors qu'il s'agit de François Fillon ou éventuellement de Nicolas Sarkozy. Et il y a les coureurs de fond, dès lors qu'il s'agit des amis de M. Emmanuel Macron et d'une partie du Parti socialiste. Je vais donner des noms comme ça au hasard. Kader Arif. Kader Arif, démissionné en 2014 ou 2015. Ministre sous François Hollande. Pardon, oui, démissionné, absolument. Vous avez raison de préciser. Je suis tellement dans ces affaires que je finis par oublier que les gens ne les connaissent probablement pas. Donc, Kader Arif, il est démissionné pour des problèmes
très sérieux liés au financement de la campagne présidentielle de François Hollande de 2012. Vous avez entendu parler depuis 6 ans de cette affaire ? Rien du tout. Hein ? Et lui, en a-t-il entendu parler ? Ce fameux Kader Arif. Je ne sais pas. En tout cas, ça posait la question du financement de cette campagne. Ça posait des questions très parallèles à celles de Big Malion. Ça vient passer. Bruno Le Roux, il est ministre de l'Intérieur. Il doit démissionner parce qu'on lui reproche des choses relativement voisines de celles qu'on a reprochées à François Fillon. Bruno Le Roux, il va bien ? Oui, je pense qu'il va très bien. Il ne s'est rien passé depuis. Il faut quand même le faire, c'est extraordinaire. Autre exemple de rythme, c'est monsieur Bruno Le Maire. Monsieur Bruno Le Maire, il a embauché sa femme comme attachée parlementaire. Sûrement pour des tâches très précises et importantes politiques. Elle est artiste peintre. Tout le monde rigole à l'Assemblée nationale. Dans le monde judiciaire, tout le monde sourit. Hein, un peu plus loin comme monde. T'es conseillère culture ? Ah oui, ça doit être pour ça. Hein, donc elle faisait des tableaux. Non, attendez, soyons sérieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait faire quelque chose à l'encontre de Bruno Le Maire. Je considère que l'embauche des membres de sa famille comme attaché parlementaire, moi, ne me pose pas de problème. En tout cas, 80% des parlementaires le faisaient. Donc, il y a une sélectivité, une discrimination politique. Oui, forcément, à la fois, pense à l'affaire Pénélope Fillon, évidemment. Voilà. Il y a une discrimination politique à la fois dans le rythme des affaires et dans le choix des cibles. C'est clair. Hein. Donc, si vous voulez, dans mon livre, vous avez la gentillesse de citer, hein, je reviens... Et qu'on peut acheter sur la boutique officielle de TV Liberté. J'avais oublié de le préciser. Ah, ben bravo, alors ça c'est encore mieux. Hein. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que lorsque on regarde un petit peu le fonctionnement de cet appareil judiciaire, on parle du PNF, du pôle d'instruction financier, on parle de la haute fonction publique judiciaire parisienne, totalement entre les mains du Parti socialiste, hein, effectivement, on constate que on tape sur les adversaires, hein, et on préserve les amis. Et le plus inquiétant, c'est la préservation des amis, clairement. Alors, pourquoi je suis préoccupé par cette décision et les conséquences qu'elle peut avoir ? Parce que je rappelle quand même, et je l'ai dit tout à l'heure, que le président de la République en 2017 a été choisi par les magistrats. Alors il a été choisi par les médias, il a été choisi par la haute fonction publique, il a été adoubé par les grands intérêts financiers, d'accord. Mais il n'y aurait pas eu le raid judiciaire, François Fillon serait aujourd'hui président de la République. Pour le pire ou le meilleur, j'en sais rien, j'aurais pas voté pour lui, soyons clairs. On entre en période préélectorale. 2 principaux candidats qui ont déjà posé leur candidature et qui sont légitimes à le faire. Hein. C'est Jean-Luc Mélenchon, 19% en 2017, et Marine Le Pen, 24 ou 25 au premier tour, je ne me rappelle plus très bien, et présente au deuxième tour. Bien, tous les deux sont dans la seringue judiciaire. Est-ce que nos amis magistrats ne seraient pas tentés, ceux dont je parle, pas tous, ceux dont je parle ne seraient pas tentés, à nouveau, tentés de s'ingérer dans le processus électoral qui s'ouvre? J'ai tendance à penser que oui. Alors, c'est pas l'ensemble de la magistrature. Le problème, c'est que pour des raisons corporatistes, quand cette partie ultra-politisée décide d'abandonner son impartialité et de se livrer à la politique, le corps la soutient. C'est pour ça que c'est intéressant cette question de l'impartialité parce que vous le reprenez à plusieurs reprises d'ailleurs dans cet ouvrage. Vous rappelez que les magistrats en ont plein la bouche d'impartialité et d'indépendance, alors que finalement beaucoup d'entre eux sont devenus tout simplement des magistrats militants. Ils parlent très rarement d'impartialité. Il y a même, après le mur des cons, qui était un monument de partialité. C'est-à-dire que vous aviez un syndicat de magistrats qui représente un magistrat sur 4, qui épinglait les justiciables qu'ils allaient devoir juger par la suite, et le président de la République en personne, sur un tableau intitulé « Le mur des cons ». Bravo, félicitations, ça donne une certaine idée de la façon dont vous assumez vos fonctions et votre mission, et que l'État vous paie pour le faire, c'est-à-dire le contribuable. Moi, je trouve ça indigne. Cette histoire, elle aurait dû donner lieu à des sanctions disciplinaires. Mais le plus grave, c'est l'article qui a été publié ensuite sous la signature de 2 anciens dirigeants
des organisations syndicales principales, représentant 80% de la magistrature, et qui revendiquait la partialité. Alors, on vous parle indépendance, 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 je réponds, vous l'avez l'indépendance. Vous l'avez conquise, tant mieux. Mais vous l'avez conquise pour faire le contraire de ce que vous devez faire, le contraire de c'est l'indépendance au service de la partialité. Exactement. L'indépendance, c'est pour permettre l'impartialité, et vous avez mis votre indépendance au service de votre partialité. Donc aujourd'hui, oui, incontestablement, nous avons un problème d'une dérive. C'est pour ça que quelquefois, quand on cite mon livre et sa phrase d'explication, on oublie la fin. La phrase, c'est bien, et vous l'avez répété, c'est bien des années Chirac au système Macron, je rappelle, mis en place par François Hollande, histoire d'un dévoiement. C'est le dévoiement, le sujet principal de ce livre. J'explique comment ce dévoiement est intervenu, comment il s'établit, comment il se prouve, et le problème, le défi démocratique que ça représente aujourd'hui. Alors justement, vous venez d'expliquer que le système Macron, finalement, a ses fondements dans le quinquennat Hollande. J'aimerais qu'on revienne sur la fameuse création de ce PNF qui se crée dans la lignée de l'affaire Cahuzac, avec d'autres objectifs. Évidemment. Le PNF... Donc le parquet national financier. Oui, pardon. Le parquet national financier, toujours mes raccourcis. Le parquet national financier est l'outil inventé par François Hollande, tout à fait inutile quand au plan technique, au plan de la nécessité. Sur le plan politique, il donne des gages pour... Mais il est créé parce que François Hollande veut un outil à sa main. C'est donc Taubira qui va en composer les membres. On a besoin d'un outil qui est une compétence nationale. On ne choisit pas son juge en France, c'est la compétence territoriale qui joue. Vous faites une infraction à Marseille, ce sera le tribunal de Marseille et le parquet de Marseille. Vous faites une infraction, c'est-à-dire que vous faites des irrégularités dans le financement de la campagne électorale de François Hollande, en 2012, eh bien, s'il y a ce problème dont je parle, c'est le parquet de Toulouse qui doit s'en emparer. Comme par hasard, le parquet national financier a une compétence nationale. C'est-à-dire, dans l'exemple que je donne, pas par hasard, vous vous en doutez, dans l'exemple que je donne, ils sont venus voir les gens du parquet de Toulouse en disant ça c'est pour nous. Et depuis, dodo. Donc... Alors justement, ça c'est très important parce qu'on a le sentiment que finalement les juges sont un peu sélectionnés, enfin les magistrats sont un peu sélectionnés au parquet national financier et que c'est plus dans le choix, dans la sélection de ceux qui vont instruire que les décisions sont prises finalement. Mais tout à fait. Dans l'affaire Fillon, c'est le PNF qui démarre. Le même jour qu'est publié l'article du Canard enchaîné. Il saisit d'ailleurs avec l'article. Voilà. Ah, il y a l'article, incroyable. Il n'y a plus besoin d'informations autres qu'un article du Canard enchaîné. Bon, mais bien évidemment, le Canard enchaîné a eu un dossier et le PNF a été destinataire du même. N'oublions pas que la conseillère des affaires judiciaires de l'Élysée, avec M. Jouillet, avec M. Ganzer, etc., provient du PNF, quelques semaines auparavant. C'est-à-dire qu'on n'a rien laissé au hasard, on a nommé une magistrate, sûrement fort compétente, sûrement fort sympathique, hop, on l'a nommée à ce poste de conseiller judiciaire à l'Élysée. Bon, donc l'affaire se déclenche, on s'en rappelle, les violations du secret professionnel qui n'ont pu être faites, du secret de l'enquête qui n'ont pu être faites que par des policiers et des magistrats, on n'a jamais enquêté, puisqu'on a retrouvé tout dans la presse. Bon, ensuite, dans la mesure où François Fillon avait dit « si je suis mis en examen, je démissionnerai », bon, il n'était pas dans sa défense qui fut très faible à une imbécilité près, en tout cas il l'a dit, qu'à cela ne tienne Monsieur Fillon, on va vous fournir ça. Donc on a ouvert une information judiciaire, et Madame Oulette a raconté comment ça s'était passé. Donc c'était la patronne du PNF ? Patronne du PNF, d'une petite partie de tennis avec Madame Champrenault, procureure générale à Paris, elle-même, mais très directement, très liée à François Hollande et Ségolène Royal, militante de gauche, bien connue. Bien. Donc, on ouvre une information judiciaire, et puis, il y a un tour de nomination des magistrats, instructeurs. Ah oui, mais Monsieur Hayat, président du tribunal, très proche du Parti socialiste, est intervenu pour que ce soit M. Tournaire. M. Tournaire, c'est un juge d'instruction qui est fournisseur officiel des mises en examen à Nicolas Sarkozy. Je veux dire, il en a délivré un certain nombre. Également fournisseur de perquisitions dans les cabinets d'avocats. Donc, M. Hayat a agi
en toute connaissance de cause. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il était auditionné par la commission parlementaire dirigée par Hugo Bernalicis, député de France Insoumise, sur un certain nombre de choses, et on l'a interrogé sur les nominations de Serge Tournaire. Et il a dit « Je n'ai jamais nommé Serge Tournaire juge d'instruction dans des dossiers qui concernent directement ou indirectement Nicolas Sarkozy ». Il l'a fait 4 fois. Donc oui, alors il fait partie de cette charrette de magistrats. Heureusement qu'on peut pas être poursuivi pour parjure. Mais si. Il fait partie de cette charrette de 4 magistrats. Vous avez Rémi Hetz, le procureur de Paris, vous avez Madame Champrenault, procureure générale de la Cour, vous avez Éliane Houlette, et vous avez Jean-Michel Ayat. Donc Bernalicis, il a transmis au parquet en disant « Attendez, moi, je suis président de la commission, j'ai constaté des parjures. C'est mon opinion. Voyons ce que la justice va en dire. » Et puis, il y a quelques jours, on a appris que Madame Champrenault, une récidiviste, faut croire, avait juré devant la même commission parlementaire, avait juré qu'elle ne connaissait absolument pas ce qui concernait cette fameuse enquête contre les avocats qui auraient été des taupes, qui a duré 5 ans, enquête secrète. Et puis, il y a eu dans la presse la publication du contenu d'une lettre qu'elle a reçue d'un vice-président un vice-directeur, parce qu'on ne dit pas président dans un parquet, Monsieur Amar, une lettre qu'il avait envoyée en 2019, 1 an avant l'audition devant la commission parlementaire, et que dans cette lettre, il la prévenait d'un certain nombre de choses, et il accusait Éliane Houlette d'être la taupe. Parce qu'en plus, dans le petit milieu, on règle des comptes comme ça. C'est-à-dire qu'on a une preuve, mais difficilement réfutable, que Madame Champrenault a commis un nouveau parjure. Là, le rythme, il va être très lent. Faites-moi confiance que c'est pas tout de suite qu'on va entendre quelque chose. Alors, j'ai eu des discussions, j'ai polémiqué avec des magistrats qui trouvent tout ça normal. Et quand vous leur parlez de ça, quand vous leur dites « Mais attendez, la Cour de cassation se fait moucher par la Cour européenne des droits de l'homme », vous avez des magistrats dont on apprend qu'ils ont été parjures devant la représentation nationale, c'est pas rien quand même. Oui, mais on répond pas. Et quand on dit, mais Monsieur Ferrand, pourquoi ça se passe comme ça? Monsieur Bayrou, pourquoi ça se passe comme ça? Ils répondent pas. C'est-à-dire que contre Nicolas Sarkozy, contre Jean-Luc Mélenchon, contre Marine Le Pen, il n'y a pas de problème. C'est oui, vive les libertés, mais concernant les adversaires du pouvoir, c'est pas nécessaire de les appliquer. Alors on va revenir, on a parlé déjà de la création du PNF, on va revenir quand même sur les années Hollande et je vous propose de regarder une petite vidéo très courte et assez amusante. Tu n'as pas encore arrêté le délinquant Non, je fais mon travail. Voilà. Là, vous avez fait plus que le travail. Voilà. Bon, on essaye de... Mais Sarko, on va avoir ce con. Ouais, il a tout dit. Alors le délinquant, pour précision, c'est Nicolas Sarkozy. Bien sûr, on est avant l'élection de 2012. Dans la bouche de François Hollande. On est avant l'élection de 2012. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, on a la clé qui nous est donnée tranquillement là-dessus. Il y a un livre qui a été publié par des journalistes du Canard enchaîné qui s'appelait « Bienvenue Place Beauvau » où ils racontent tout ça, mais ils n'ont pas eu de chance. Le livre est sorti en pleine affaire Fillon, donc on l'a mis sous l'éteignoir. Donc les pauvres, alors que tout y est. Pourtant, précisément, il aurait été intéressant de le lire à ce moment-là. Ben oui, on parle du cabinet noir monté par François Hollande, etc., etc. Non, mais c'est assez extraordinaire parce qu'en plus là, on a un des protagonistes du système, qui est Mediapart. Faut quand même rappeler, mais c'est quand même extraordinaire. Bon, Mediapart est une espèce de parquet privé qui lance les affaires, etc. C'est lui qui a fait Cahuzac. C'est pour ça que je m'interroge sur les motivations concernant la liquidation de Cahuzac. Mais toujours est-il que Mediapart et Edwy Plenel, quand ils ont lancé leur journal, ils ont commis une fraude fiscale. Fraude fiscale, détournement de TVA. Ils ont été condamnés pour ça. Au final, vous avez eu une décision de la Cour administrative d'appel de Paris qui leur a donné une amende d'1 400 000 € pour mauvaise foi. Alors, grâce à ce détournement de TVA, notre ami Mediapart a pu avoir son fonds de roulement et lancer ça. Bon, il y a eu des conséquences judiciaires. Bercy a dit, attendez, c'est quand même grossier, qu'on ne va pas laisser passer ça. Il y a des procédures. À chaque étape de la procédure, les socialistes sont montés
au créneau. Ils ont même déposé une proposition de loi d'amnistie propre à Edwy Plenel et à Mediapart. C'est assez joli. Puis un jour, on ouvre le Canard enchaîné et on apprend que des conseillers de l'Élysée de François Hollande ont été à Bercy pour essayer d'obtenir les remises concernant la restitution et les remises concernant d'éventuelles pénalités pour mauvaise foi. Attendez, c'est pas un peu du trafic d'influence, ça ? Hein ? Alors j'avais écrit un article en disant mais attendez, on ne lit pas le Canard enchaîné au PNF, c'était avant l'affaire Fillon. J'ai constaté qu'on lisait le Canard enchaîné, que Madame Houlette lisait le Canard enchaîné, mais n'en tirait pas les mêmes conclusions s'il s'agissait de délinquants de gauche ou de délinquants présumés de droite. Je dis délinquants de gauche parce qu'au bout d'un moment, le ministre du budget socialiste, dans l'article du Canard enchaîné, confirme que ça s'est bien passé comme ça. C'est-à-dire que voilà des conseillers agents publics de l'Élysée qui vont essayer d'user de leur influence sur Bercy pour faire sauter des sommes qui sont dues par Mediapart et Edwy Plenel, ça s'appelle tout simplement du trafic d'influence, tout ça pour bénéficier ensuite, probablement, la contrepartie serait bien celle de campagnes de presse politiquement utiles. Et puis ensuite, demander à des fonctionnaires de commettre une infraction pénale, la concussion, le fait de refuser de percevoir des sommes publiques, excusez-moi, oui, bien sûr. Que l'on sait être dues, constitue le délit de concussion. Bon, mais Madame Houlette n'y a vu aucun inconvénient. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, et j'y reviens, parce que j'ai eu des débats assez vifs avec des magistrats, mais si vous faites la liste de tous ces manquements, si vous dites par exemple que l'affaire Anticor, qui est une espèce de parquet privé à la disposition du Parti socialiste, a été créée, qu'il a reçu un agrément lui autorisant à se constituer partie civile, après un décret signé par François Hollande, on lui a donné cet agrément. Qui lui a donné cet agrément ? Madame Christiane Taubira, qui était membre du comité de parrainage. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, là ? Ah oui, non, pas de conflit d'intérêt. Si on fait toute la liste, moi j'ai eu des échos, mon livre revient là-dessus, essaie de mettre en perspective. J'ai eu des réactions épouvantées. Bon, moi j'ai l'habitude, mais effectivement, il y a un gros problème concernant cette dérive politique. Et aujourd'hui, on connaît tout ça. Il appartiendra à Nicolas Sarkozy et à ses amis politiques de se battre. Mais c'est la période qui s'ouvre. Je vous dis, on est dans une situation où le danger de voir à nouveau la magistrature, à nouveau le corps judiciaire s'immiscer dans le processus de choix démocratique du président de la République existe. Ça n'est pas acceptable. Alors justement, parce que là on a parlé de la mise en place de ce système Macron pendant François Hollande, mais aujourd'hui François Hollande est parti. Donc cette magistrature fonctionne-t-elle de la même façon au service du président actuel Emmanuel Macron qui... même s'il a été dans un gouvernement d'un président socialiste, qu'on ne peut pas qualifier, sur le plan idéologique, d'extrêmement socialiste. Ah mais pourquoi ? Parce que vous qualifiez François Hollande d'extrêmement socialiste ? C'est un néolibéral. Il a été un des outils de la politique néolibérale dans ce pays. Il a été le prédécesseur du démantèlement d'un certain nombre de grands services publics. Il a été le prédécesseur, je parle d'Emmanuel Macron, de la vente à l'encan d'un certain nombre de choses. Rappelons-nous que M. Jospin a été le plus grand privatiseur de l'histoire de notre République, ou même de l'histoire du pays d'ailleurs. Donc, non, Emmanuel Macron est le continuateur de François Hollande. Il est son héritier, il faut être sérieux. En 2017, François Hollande ne peut pas se présenter, il est à 12% d'opinion favorable, il va être battu et il court le risque d'être battu par Marine Le Pen. Et puis, on cherche une solution de remplacement, et on avait envisagé Alain Juppé, flanqué d'un Premier ministre qui se serait appelé Emmanuel Macron, sorti de nulle part, on ne sait même pas ce qui vaut, etc. Et puis, donc, l'opération Fillon permet de faire advenir Emmanuel Macron, mais tout le PS le soutient, il faut être sérieux, regardez qui y avait autour de lui. Si je vous cite Le Drian, si je vous cite Collomb, si je vous cite Patria, si je vous cite Castaner, sont tous socialistes. Le PS lui-même, il dit « Ah, j'ai un candidat, c'est Benoît Hamon. » Ah bah, dites donc... Non, mais alors prenons un exemple. Là, la récente nomination comme garde des Sceaux d'Éric Dupond-Moretti.
c'est quand même un message envoyé à la magistrature qui les secoue un petit peu. Ils ne sont pas ravis. D'abord, il est avocat. Ensuite, il nomme une avocate à la tête de l'ENM. Ensuite, il est concerné par l'affaire des écoutes, puisque lui aussi a été espionné. Il a d'ailleurs déposé une plainte qu'il a finalement retirée. On voit bien qu'il est en bisbille, j'allais dire, avec les magistrats. Alors, c'est très intéressant, parce que justement, juillet 2020, 3 nominations dans le nouveau gouvernement. On met un espèce de Fernandel bizarre comme poste de Premier ministre. Ok, ça c'est pas très intéressant. En revanche, on a Roselyne Bachelot, Société du spectacle, etc., pour s'occuper gentiment des cultureux. On a ensuite Darmanin pour donner des gages à droite, puisque une partie de la droite a rallié aux européennes Emmanuel Macron, a abandonné François-Xavier Bellamy. Donc ceux-là, il faut les garder. Mais il y a un bon moyen, c'est ce qui est dans la poche gauche des vestes, ça s'appelle le portefeuille. Et on a pris Dupond-Moretti pour essayer de faire un peu de en même temps quand même. À mon avis, la communication a pris le pas sur la vraie réflexion politique. C'est très présomptueux ce que je dis, mais c'est mon opinion. C'est-à-dire qu'on a nommé quelqu'un sans mesurer à quel point la magistrature le déteste. Parce qu'il incarne l'avocat combatif, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dupond-Moretti, parce que c'est un avocat. Donc la magistrature s'est rebellée. Et donc aujourd'hui, incontestablement, Emmanuel Macron, avec Éric Dupond-Moretti, a un problème. Il a un petit problème, et donc les plaintes qui ont été déposées visant à le faire partir, des plaintes qui sont irrecevables, soyons clairs, mais bon, l'instruction étant faite par des magistrats, il va être mis en examen fort probablement. Mais le problème, c'est que si... on voit qu'un bras de fer est en train d'avoir lieu. Oui, mais c'est que s'il s'en va, Macron perd la face. Il est dans une situation qui est un peu compliquée. Mais qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce que ça montre d'intéressant? C'est que si en 2017, la magistrature a rallié le pouvoir d'Emmanuel Macron, quand l'ensemble du monde judiciaire, les avocats, etc., dont je ne faisais pas partie, je n'ai pas rallié Emmanuel Macron en 2017. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on mesure que même politiquement, la magistrature a une forme d'autonomie. Elle est dans ses idées, elle est dans sa culture, elle est dans son idéologie, elle est dans ses engagements politiques, et le ralliement à Emmanuel Macron s'est fait sur ses bases. Mais c'est pas un ralliement soumission. Elle a cette part d'autonomie, elle a cette marge de manœuvre, et c'est encore plus inquiétant. C'est encore plus inquiétant. Effectivement, c'est incontestable. Dans les 3 premières années du mandat, il y avait véritablement une mise à son service, autour du fameux triptyque dont j'ai souvent parlé, dont je parle dans le livre. Je tape sur les adversaires, je protège les amis, et je matraque massivement les couches populaires si jamais elles s'avisent de souhaiter s'exprimer. C'est la répression, j'ai fait des chapitres là-dessus. Vous parlez des gilets jaunes, évidemment, dans le livre. Absolument, gilets jaunes, puis après il y a eu la lutte contre les lois retraite. Alors, aujourd'hui, la situation est un petit peu différente. Et pardon, excusez-moi, mais qu'on comprenne bien, quand vous parlez des gilets jaunes, on ne parle pas des violences policières qui ont été évoquées, mais bien de la violence judiciaire, des condamnations. Bien sûr. La violence judiciaire, elle était double. Elle a été d'abord, j'ai matraqué, j'ai mis en détention, j'ai prononcé des peines hallucinantes, j'ai mis en place des jurisprudences totalement ébouriffantes. Et aussi, c'est le deuxième aspect, j'ai protégé les violences policières. Il y a eu des violences policières, l'utilisation des LBD, les blessures très graves, il y a eu le système des NAS, etc. Et les vidéos ont montré ce qu'il en était. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a essayé de les interdire. Parce que la première initiative, elle date bien de 2 propositions LREM en disant non, il faut arrêter parce que ça nourrit l'accusation de violence dans la répression des mouvements populaires. Donc la responsabilité de la magistrature est de ce point de vue écrasante. Aujourd'hui, la situation a un peu changé dans la mesure où il y a le problème Dupond-Moretti et j'utilise cette expression. La magistrature est en train de dire quelque chose à Emmanuel Macron. Il y a une histoire assez célèbre concernant Hugues Capet. Il y avait un comte qui avait participé à son élection en tant que roi, qui faisait le siège de je ne sais plus quelle ville, et donc on lui a demandé de lever ce siège. Et Hugues Capet a fait argument d'autorité en disant « Qui t'a fait comte ?» Et le comte en question lui a répondu « Qui t'a fait roi ?» Et donc la magistrature est en train de dire à Emmanuel Macron « Qui t'a fait roi ?» Et c'est vrai.
Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui va nous arriver, puisqu'on est à peu près à 13-14 mois de l'élection présidentielle prochaine. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Marine Le Pen a des affaires en cours, Jean-Luc Mélenchon a des affaires en cours. On imagine que d'autres vont suivre. À quoi faut-il s'attendre dans cette perspective de l'élection présidentielle ? Alors, la décision concernant Nicolas Sarkozy me rend relativement pessimiste. Je pense que c'est très ouvert, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. L'ombre de Nicolas Sarkozy planait un peu quand même, à droite en particulier. Que ce soit Xavier Bertrand, Barouin et autres se disent mais s'il y va, bon, on ne pourra pas, etc., etc. Bon. Et puis certains se disaient ce serait peut-être la bonne solution, parce que jusqu'à présent, Emmanuel Macron, dans les grands intérêts, il donne l'impression d'une erreur de casting quand même, parce qu'il a quand même, alors il n'a pas été aidé par la pandémie, mais bien avant, il a mis le bazar dans ce pays, et il l'a rendu difficilement gouvernable sur le plan politique. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que c'est très facile de lancer une procédure judiciaire. Il n'y a rien de plus simple, il suffit de donner 3 morceaux à Mediapart, à Libération, de candidats qui déplaisent à cette magistrature gauchisante. Mais est-ce que la sauce va prendre ? Parce que j'ai envie de dire, bon, ça a été un peu, on a été tous un peu stupéfaits, on va dire, par 2017 avec l'affaire Fillon, qui en plus a été présentée comme relativement austère. Enfin, il y avait une inadéquation avec le personnage, surtout avec l'affaire des costumes que beaucoup ont vu comme finalement la mise à mort finale de l'affaire Fillon. Est-ce qu'on peut vraiment rejouer la même pièce de théâtre en 2022 ? Je crois pas, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, Il faut aller le dire aux magistrats, il faut aller le dire à des gens qui sont très souvent dans leur ghetto, vous voyez, parce qu'il faut voir ce que c'est que le recrutement des magistrats. Ce sont des étudiants qui, à Bac plus 5, décident de passer ce concours. Ils sont ensemble pendant 3 ans, c'est corporatiste, c'est endogamique. Au bout de 3 ans, à 25-26 ans, ils sortent avec un permis de juger, ils ne se voient qu'entre eux. Enfin, c'est impressionnant, ce corporatisme. Il existe chez les avocats, il existe chez les énarques. Je suis tout à fait d'accord, tous les métiers sont concernés, mais chez eux, c'est extrêmement fort. Et lorsque vous y êtes confronté, c'est impressionnant. Et donc, il suffit de voir comment ça s'est passé au moment de l'affaire Fillon. Le corps n'a fait qu'un. Mais ils ont condamné Gilbert Azibert, là. Oui. Qui est magistrat. Mais Gilbert Azibert, il présente à leurs yeux un gros défaut. Il a la peste sarkozienne, parce qu'il y a une haine de Sarkozy. Alors, il n'y a pas que les magistrats qui ont haï Sarkozy. J'avais écrit un article à propos de quoi la haine de Sarkozy est-elle le nom, et le sous-titre, c'était « Les raisons d'une déraison ». Ça m'est toujours apparu un peu curieux, mais voilà quelqu'un qui a suscité quand même des aversions, y compris dans la bourgeoisie française. Rappelez-vous le résultat des primaires de la droite. Il s'est fait écraser. François Fillon, qui ont consacré François Fillon, ils se sont fait écraser. On ne supporte pas, il n'est pas revenu, c'est ceci, c'est cela, etc. Donc, moi, je trouve ça un peu absurde, mais c'est enraciné très fort dans la magistrature aussi. Donc, et c'est enraciné à cause des traits de personnalité, mais c'est enraciné aussi parce que ce corps, il est homogène au plan sociologique, j'ai dit corporatiste bien sûr, politique, mais il appartient à ce qu'on appelle le bloc élitaire. Et au sein de ce bloc élitaire, qui est minoritaire dans le pays, pas sûr que les gens comme Nicolas Sarkozy soient très très appréciés. En 2012, il est battu beaucoup plus que Hollande élu. C'est d'abord la défaite de Sarko. Alors moi j'ai une dernière question un peu populiste, je vais aller jusqu'à dire cela, mais avant de vous la poser, je vais vous proposer d'écouter Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Je me dis qu'il faut que j'y aille, que c'est mon devoir. Je peux affronter un plateau où on ne pourra pas me sortir ça ou ça ou ça. Et je suis convaincu que c'est comme ça qu'on va battre Emmanuel Macron. Alors je trouve ça intéressant parce que finalement, ce qu'il y a derrière Nicolas Dupont-Aignan, c'est que le meilleur moyen de ne pas être sous la pression de la justice, qui certes, si on vous écoute, semble partiale, c'est de ne pas avoir d'affaires. Je vais répéter ce que je disais à mes étudiants et ce que je dis toute ma vie à mes clients.
Hein, l'innocence ne protège de rien, monsieur Dupont-Aignan. Hein, c'est bien le diable si on ne trouve pas quelque chose, si vous devenez gênant, contre vous. C'est Richelieu qui disait « Donnez-moi 10 lignes de la main d'un homme et en 2 heures, je vous trouverai le moyen de le faire pendre. Hein, c'est très simple, on a un code pénal qui est considérable. Hein, si vous voulez, moi, je lui trouverai rapidement quelque chose. Parce qu'attention, c'est pas la condamnation finale qui est gênante. La condamnation finale de François Fillon n'a été brutale que pour justifier le raid initial. Elle est injustifiée, elle aussi, au plan juridique et judiciaire. Mais pour un homme politique, le préjudice, c'est la mise en cause, la médiatisation, les imputations, les violations du secret de l'instruction. Donc si M. Dupont-Aignan pense qu'il est à l'abri de ça, et qu'il le pense vraiment, mais il se trompe lourdement. Si jamais il devient gênant, si jamais il devient une alternative à Macron ou à quelqu'un qui représenterait les intérêts de ce groupe social de la magistrature, bien évidemment, il y aura droit. Et alors, toute dernière question, cette fois, je vous ai vu vous écharper gentiment avec quelqu'un que je pense être plutôt de vos amis, Georges Kousmanovic, pour ne pas le nommer, qui était un conseiller de Jean-Luc Mélenchon au moment de la présidentielle de 2017, qui se réjouissait de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Est-ce que finalement, on n'a pas le sentiment que tant que la justice ne s'est pas attaquée à nous, on croit encore qu'elle est précisément impartiale et indépendante? Non mais attendez, je veux dire, mon affrontement avec Georges Kousmanovic, il est fondamental. Parce que qu'est-ce que dit Georges Kousmanovic, que j'aime bien, qui est un ami? Il dit « Bravo, bien fait pour Sarkozy, maintenant ça va être le tour de Macron ». Mais cher Georges, ceux qui condamnent Sarkozy sont les mêmes qui ne condamneront pas Macron. Parce qu'il l'aurait fait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on a saisi le parquet dans les affaires Alstom. Rien du tout, monsieur. Rien du tout. Donc cette espèce d'incantation comme ça est absurde. Elle est, hélas, probablement tactique. Il s'agit de donner des gages en disant, regardez, on tape sur Sarkozy qui est méchant, et nous, ensuite, on fera le ménage concernant Macron. Et enfin, lorsque les puissants et les dominants commencent à renoncer à leur propre légalité, à leur propre soi-disant défense des libertés, on a un gros problème. Dans l'histoire, c'est toujours le moment où des inflexions se produisent et on va vers des systèmes qui sont des systèmes liberticides. C'est un petit peu déjà ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Donc Georges n'est pas sérieux sur ce coup-là. Et je le maintiens fermement et je lui dirai, on a polémiqué par réseau interposé, mais je lui dirai non, on ne peut pas se réjouir de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Alors moi, je m'en réjouis pas pour les raisons que j'ai indiquées ici, mais on ne peut pas s'en réjouir parce qu'elle est rendue par une magistrature dont on sait qu'elle ne touchera jamais à Emmanuel Macron. Et puis enfin, je me répète, les libertés ne sont pas divisibles. C'est pas géométrie variable en fonction de mes intérêts politiques immédiats. Merci beaucoup Régis de Castelnau. Je rappelle aux téléspectateurs le dernier ouvrage que vous nous avez publié chez les éditions L'Artilleur, une justice politique des années Chirac au système Macron. Histoire d'un dévoiement que vous pouvez donc tous trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous propose dès à présent de partager, de commenter et bien sûr de cliquer sur les pouces en l'air en bas de cette vidéo. À bientôt.